Avec la société qui évolue, vous êtes mort. Il n'y a pas besoin de payer 30 000 balles pour arriver à ce niveau-là. Margot, elle a ce niveau-là. 30 euros le coaching. Ok, on commence, on fait un compte et on va aider qui ? Dans une économie aujourd'hui où on va avoir de plus en plus d'IA, on a besoin de plus en plus d'humains. Ils ont levé 27 millions d'euros en 2022. Moi, je les ai aidés à ramener 700 000 euros juste parce que je kiffais le projet. Un soldat nord-coréen embusqué dans le bush et j'arrive avec la bite et le couteau, tu vois. Et en fait, avec mon iPhone et mon trépied et des micros, boum, on arrive, tu vois, à aller chercher le palier des 10 000 abonnés. C'est ce mec-là que j'ai besoin. Il me bullshit pas, il me raconte pas de la merde. Il me montre ce qu'il y a derrière les coulisses. C'est lui que j'ai besoin. Et salut John, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Bah écoute, très bien. On est ensemble aujourd'hui là pour ton premier épisode de podcast. Donc on va prendre le temps ensemble aujourd'hui de mieux te connaître. J'ai préparé quelques questions pour toi. Pour que tu puisses nous expliquer un peu ton parcours, qui tu es. La première question, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter brièvement et expliquer pourquoi tu as décidé de devenir coach Instagram ? Ok. Écoute, moi c'est John Barberousse sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et sur TikTok. Jeune papa de 2 enfants, ingénieur. Je travaille pour une grosse boîte du CAC 40, une major pétrolière, pas trop compliqué à trouver. Je travaille sur plateforme et en parallèle de ça, je développe mon activité Barberousse de coaching sur les réseaux sociaux et je t'accompagne aussi. Ma première expérience, ça a été avec Margot, ma sœur, que j'ai accompagnée de 0 à 15 000 followers sur Instagram, à se mettre en ligne, à trouver des clients, à être à l'aise devant la caméra, à faire du vidéo editing, etc. et à créer son activité en ligne pour qu'elle puisse vivre de sa passion, tout simplement. J'ai suivi cette étape-là. C'était assez impressionnant de voir comment vous avez développé ça assez rapidement. Sachant que on se connaît maintenant depuis quelques temps. On s'est connus sur des réseaux d'investisseurs immobiliers. Et donc voilà, tu as touché aussi à l'investissement immobilier, à la bourse, tout ce qui est analyse graphique, tout ce qui est trading, etc. Donc tu as plusieurs cordes à ton arc. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu t'es spécialisé sur les réseaux sociaux et notamment Instagram ? C'est une révélation en fait. Je me suis souvent senti mal et pas bien avec une petite punaise sous mes fesses dans le salariat pour la boîte pour laquelle je travaille. Et là, c'est que récemment en fait, depuis, on va dire 6 mois, que j'affectionne énormément mon nouveau poste sur plateforme pétrolière. Mais avant ça, j'ai toujours cherché des moyens de m'extirper du salariat parce qu'il y a une douleur. Il y a une douleur profonde, il y a un désalignement. Aujourd'hui, je ne l'ai plus parce que j'ai réussi à trouver un poste qui me permet d'évoluer dans une manière un peu entrepreneuriale. Je fais du drilling. Donc, on va forer des puits de pétrole à 5 km sous terre. À plus de 200 km des côtes. C'est un autre monde. Et on prend l'hélico pour y aller et j'ai trouvé des gens qui sont juste incroyables et avec qui je bosse et qui sont trop cool, des Écossais. Donc voilà, je travaille en Écosse là-dessus sur ce projet-là et je vais bondir de projet en projet, de puits en puits de pétrole. Et donc en fait on arrive et on est là, on est des intégrateurs et on arrive, il n'y a rien et on doit construire un puits de pétrole avec des contraintes techniques de fou, il faut mettre des process en place. Donc il y a vraiment une idée entrepreneuriale derrière ça. Avant ça, les 5-6 années de salariat, je les ai assez mal vécues et assez désalignées. Et en fait, j'ai cherché énormément, pas la solution miracle, mais un domaine d'activité qui allait me plaire et me passionner. Et en fait, j'ai trouvé plein de domaines qui m'ont passionné. Il y a le domaine de la bourse, il y a le domaine de l'immobilier. Et puis, je cherchais toujours... on en parlait dans la première partie de podcast sur ta chaîne. Je cherchais la performance rapide de façon à me libérer de cette douleur que j'avais du salariat. À un moment donné est venu, en fait, j'ai fait du reverse engineering et je me suis dit, mais en fait, c'est pas par l'investissement immobilier que tu vas te libérer. C'est pas par la bourse parce qu'il faut du capital. L'investissement immobilier, ça va prendre du temps. Tu vas pas te libérer comme ça.
Et en fait est venu le commerce, tout simplement. En fait, le meilleur moyen de gagner de l'argent, c'est d'identifier une douleur quelque part et derrière traiter la douleur, identifier une douleur quelque part chez les gens et derrière traiter la douleur de ces personnes-là. Et quoi de mieux en fait que en fait de lancer son business en ligne. Et après, je me suis dit syndrome de l'imposteur. Comment en fait je peux me lancer sur quoi? Est-ce que je vais me lancer dans l'IMO? Bah non, t'as pas assez d'appart. T'en as, mais c'est pas suffisant. Donc syndrome de l'imposteur présent. Est-ce que tu vas te lancer en bourse? Non, parce que t'as pas suffisamment investi en bourse, t'as pas fait suffisamment d'années. Donc je me suis dit, faut que je trouve quelqu'un. Et ce quelqu'un, en fait, c'est ma sœur que j'ai trouvée. Et ma sœur, elle est très très forte dans le domaine de l'équitation. Et oui. Elle a fait les championnats de France, il me semble, à une époque. Alors, elle a fait pas mal de championnats, etc., régionaux, etc. Mais là où régionaux et France, et elle était en sport-études avec sa coach, c'était Gwendolen Fer, qui fait partie en fait de l'équipe de France de concours complet. Donc c'est une discipline particulière dans le monde des chevaux. Et moi, j'ai accompagné ma sœur en 2023 au MAF, donc c'est-à-dire au concours des meilleurs apprentis de France, à la finale nationale. Donc elle avait obtenu la médaille d'or qui l'a qualifiée pour le level régional. Elle a eu la médaille d'or également au niveau régional qui l'a qualifiée pour le niveau national. Et en fait, elle avait besoin de quelqu'un pour l'accompagner et moi j'ai foncé de suite et on est monté en fait en Normandie, au Haras du Pin, et je l'ai accompagné là-bas. Et donc ça se passait en 48 heures, 2 jours. Il y avait une présélection de finale le premier jour et il fallait passer le step et être qualifié. Et elle fait partie des 5 derniers finalistes qui étaient là jusqu'au dernier level de la finale. Et là, elle a échoué. Ça m'émeut un peu d'ailleurs, parce que j'aime beaucoup ma sœur. Et je trouve que c'est admirable ce qu'elle a fait. Déjà un super parcours. Super parcours. Pas de coach qui l'a accompagnée. Elle a fait ça toute seule. Donc franchement, chapeau. Et derrière, en fait, malheureusement, les 3 personnes qui ont gagné, c'est les 3 personnes qui viennent de Saumur. Donc c'est l'école qui organise en particulier aussi cet événement-là, et ils se servent de cet événement-là sur les réseaux sociaux pour pouvoir promouvoir en fait leur business. Donc quand tu dis malheureusement, c'est que du coup elle n'a pas pu bénéficier de cette traction. Elle n'a pas gagné. Elle n'a pas gagné, donc moi je l'ai récupéré à la petite cuillère. Et en fait de là est venue une espèce de revanche chez Margot. Elle avait une rage de fou, et moi je me suis dit parce qu'elle avait beaucoup à partager, elle connaissait beaucoup sur le monde des chevaux, sur les techniques, c'est ça, donc de cavalière, etc. Et donc toi après tu t'es venu l'aider en fait dans sa démarche en fait est venue la rage de Saumur. Tu vois, de cette académie qui est reconnue, et c'est une institution, est venue la rage de revanche en fait, pour dire il n'y a pas besoin de Saumur, il n'y a pas besoin de payer 30 000 balles pour arriver à ce niveau-là. Margot, elle a ce niveau-là. Et donc Margot, on crée une académie ensemble. Et on va monter en fait ton bébé et ton académie, et de là est venue Equiplus Academy. D'accord. En fait. Donc je l'ai poussé sur les réseaux sociaux. Moi, ça m'a permis en fait de pas me sentir seul, de partir avec elle. Et après j'ai poncé énormément de contenu sur internet. Toute la valeur gratuite de Antoine Blanco, j'ai pris, j'ai appliqué. Et après j'ai rejoint sa formation, je fais partie de ses premiers clients. Et de là en fait en 6 mois, on avait fait 15 000 followers. On avait trouvé nos premiers clients. Alors, on a passé toutes les steps. Vous avez premier coaching, 30 balles. Développé petit à petit. 30 € le coaching. La personne qui a été closée, entre guillemets, elle est même pas venue, en fait. Elle est même pas venue au coaching. À ce prix-là, la douleur est... Enfin, les gens donnent pas assez de valeur, en fait, quand on vend pas assez cher les accompagnements. Faut qu'il y ait une douleur un peu à l'achat. C'est ça. Que quand on te remet quelque chose de gratuit, une formation ou autre, en général, elle reste dans le tiroir. Et quand tu sens un peu la facture passer, là, tu vas t'y mettre. Tu vas passer à l'action. Alors justement, tu vois, je voudrais revenir... merci là pour cette présentation et cette introduction finalement de la genèse de ce qui a poussé à la fois ta sœur et toi à vous développer, à sortir de votre zone de confort. Et maintenant que tu es du coup
dans le monde tu connais très très bien Instagram, tu connais globalement très bien les réseaux sociaux. Moi, je le vois tous les jours dans nos échanges. Est-ce que tu pourrais me citer les principales erreurs des débutants sur Instagram qui les empêchent de croître? Alors, je dirais la première chose, tu vas avoir le syndrome de l'imposteur, que moi j'ai un petit peu vécu, mais je me suis quand même lancé en m'associant avec Margot, de façon à pouvoir créer une synergie. Donc, tu as le syndrome de l'imposteur qui va venir te dire « je suis pas légitime, je peux pas aider les gens, je me lance pas ». Donc, j'ouvre même pas mon compte, je fais pas. Une fois que les gens, ils ont réussi à passer ça, mais ils peuvent toujours le ressentir, ce syndrome-là, tu vas avoir un autre, c'est le problème de positionnement et de pas se positionner correctement dans une niche. Pour se positionner dans une niche, il y a des indicateurs à suivre. Il faut que tu aies une douleur importante, massive, chez la part de ton prospect ou de la part d'un groupe d'individus. Il faut que le marché il soit en croissance. Il faut que ça monte. Si c'est un marché qui est en décroissance, ça ne sert à rien d'y aller parce qu'en fait, tu auras de moins en moins de demandes pour ce besoin à traiter. Tu vas avoir le besoin d'un pouvoir d'achat conséquent. Donc si la personne, si tu décides en fait tout simplement de viser par exemple des étudiants qui n'ont pas un pouvoir d'achat conséquent, ça va être très compliqué pour pouvoir toi en vivre par rapport à la solution que tu leur donnes. Après il y a un autre indicateur, le dernier, douleur massive, pouvoir d'achat conséquent, marché en croissance. Est-ce que c'est identifiable, ta cible, elle est identifiable facilement? Où est-ce que tu la trouves, tu vois, et où tu la trouves? Exactement, tu vois. Et si tu sais pas où la trouver, t'es pas bien. Donc, il y a déjà définir sa niche correctement. Et après, je dirais en troisième, savoir se positionner dans ce marché. Je te prends l'exemple avec Margot. On n'arrivait pas au début. On a fait ça en marchant, tu vois, en tombant et en marchant comme un bébé. Ok, on commence, on fait un compte et on va aider qui? On va aider la petite nénette, tu vois, mineure qui fait du cheval de club le mercredi. On va aider les personnes qui font de la compétition. Qui c'est qu'on va aider, tu vois. Et là, tu retrouves les indicateurs, tu vois. Qui correspond aux indicateurs que tu as... De tout à l'heure. Je vois. Tu vois, et donc en fait au fur et à mesure de discuter avec son audience, je te rajouterais même une quatrième erreur, c'est de ne pas discuter suffisamment avec les personnes que tu veux cibler ou le groupe de personnes qui fait partie de la cible que tu vas avoir, parce que tu vas pas chercher les besoins qu'elle a. Et donc en fait il y a forcément un passage où il va falloir, c'est même pas un passage, je dirais que c'est tout le temps en fait. Il faut tout le temps en permanence. Il faut du feedback client, il faut en permanence connaître ses besoins. Que tu ailles te confronter au réel. Et donc je rajouterais. C'est une erreur. Une autre erreur, la cinquième, c'est de ne pas se confronter au réel. C'est d'imaginer ce que ton client veut ou ce qui plairait, mais sans le valider par des questionnaires ou des échanges avec tes clients. Et donc, juste pour terminer avec Margot, pour être bien précis, aujourd'hui, on cible les propriétaires de plus de 22 ans qui ont un certain degré de maturité, un pouvoir d'achat, qui sont propriétaires de leurs chevaux. S'ils ne sont pas propriétaires, on ne peut pas les coacher. D'accord. Et derrière, on cible un type de cheval particulier. Ce sont les réformés de course. Personne n'en veut. Tout le monde considère les chevaux réformés de course comme des chevaux compliqués parce qu'ils viennent du monde des courses. Tu sais, les courses PMU et tout. Ils ont des codes en fait qui leur ont été inculqués. Et après, les chevaux entre guillemets rebus, tu vois, ou qui sont plus considérés avec une performant ou une bonne valeur. En fait, on va les ressortir. C'est pour ça qu'on les appelle les reformés. On les ressort de ce monde-là des courses et on les amène en fait, on les met en vente auprès de propriétaires qui n'ont pas un pouvoir d'achat ou une envie d'aller s'acheter des chevaux à 20 000, 30 000, 40 000 euros parce que c'est pas des compétiteurs non plus, tu vois. Ils veulent avoir leurs chevaux à la maison, mais c'est tout quoi. Et ils veulent développer une relation. Et souvent, ces propriétaires-là, ils ont un problème de knowledge, de connaissance. Et ils se retrouvent avec des chevaux qui peuvent être compliqués.
Et donc, en fait, il y a un gros besoin, il y a une vraie douleur. Ah ouais, d'accord, ok. Ils ont vraiment cette problématique. Maintenant, je comprends mieux pourquoi tu parlais de ça. Ils sont en difficulté. Parce que les codes, ils les ont pas. Ils n'ont pas une expérience suffisante avec les chevaux pour pouvoir développer une relation de confiance entre l'homme et le cheval. Ou souvent, c'est les femmes. Les femmes et le cheval. Et en fait, ils ont un besoin. Donc, douleur massive, pouvoir d'achat, marché en croissance. Si tu tapes sur Google équitation, on est sur un marché qui stagne. Donc, en fait, on est sur de la récurrence. Donc, c'est OK. Et après, ils sont facilement identifiables parce qu'ils sont sur Instagram. Ouais. Donc, il y a une vraie étude de connaître son client cible et d'avoir un marché qui permette ensuite de faire du business. Et le positionnement, le plus que tu vas être positionné de manière tranchante et précise, le plus que tu vas générer de traction sur les réseaux sociaux. Ouais, là, on rentre dans les considérations de niche. Qu'on peut retrouver dans d'autres business, sous-niche. Et qui font la différence pour se différencier finalement. C'est ça. Parce qu'après, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir d'autres typologies de clients, mais vous serez identifié comme, ou ta sœur en l'occurrence sera identifiée comme celle qui aide, comme tu disais, les cavaliers à un certain âge, donc plus de 22 ans, tu disais en l'occurrence, qui ont un certain pouvoir d'achat, et qui se retrouvent face à un cheval avec lequel ils n'ont pas assez de liens. Et donc là, il y a une douleur qui est importante. Et donc, du coup, derrière, il y a... OK, très clair. Ça. Et pour ajouter un exemple, tu vois, c'est pas parce que tu vas te spécialiser sur une position particulière, genre les chevaux réformés, que les gens qui n'ont pas des chevaux réformés, qui ont autre chose, ils vont pas te suivre, tu vois. Ils vont te suivre. Et oui. C'est pour ça, tu te positionnes sur la niche, mais derrière, tu sais que tu vas pouvoir rayonner plus large. Moi, j'écoute Margot Cunego. Elle s'adresse spécifiquement aux nanas. Ça m'empêche pas de la suivre. Je suis un mec, je m'identifie pas à une femme jusque-là, tu vois. C'est OK. Et je la suis, Margot, tu vois. Et les conseils qu'elle fait, ils sont très bien et ils sont cool, tu vois. Ouais, je vois. Donc, très bien. Positionnement. Positionnement. Du coup, pour revenir à Instagram, pour toi, c'est quoi les 3 choses essentielles, je dirais, à mettre en place pour atteindre les fameux 10 000 abonnés qui sont un chiffre rond et un premier niveau que beaucoup veulent atteindre. Un palier, Un palier que beaucoup veulent atteindre. C'est un palier psychologique. Donc, c'est 3 points essentiels. Ouais, les 3 choses essentielles pour toi à mettre en place pour les atteindre. Déjà, identifier une niche où tu as une douleur. Ouais. Donc, tu vois, là, effectivement, on a parlé du cas de ta sœur. Et effectivement, il y a peut-être certains de ces critères, là maintenant, si on élargit sur Instagram de manière générale, qui vont amener à ces 10 000 abonnés. Donc, toi, tu dirais effectivement le fait d'avoir une niche bien précise, bien claire, et un client cible bien identifié. Déjà ça, c'est important. Mais le client cible bien identifié, tu vas pas forcément l'avoir au début quand tu débutes. Tu sais pas qui c'est. D'accord. Tu vas le découvrir au fur et à mesure. Et moi, je te dirais même, tu vois, les propriétaires de chevaux réformés, est-ce que ça va être notre avatar dans 2 ans ? Je suis pas sûr. Ouais. C'est un chapitre dans Equiplus Academy, tu vois. Parce qu'encore une fois, tu vas venir chercher quoi ? Tu vas venir, si tu veux vraiment... Ça dépend après des aspirations de Margot, si elle a envie de rester dans ce format à coacher ce type de personnes-là, ou est-ce qu'elle veut autre chose dans son coaching. Auquel cas, on va venir regarder à nouveau les indicateurs et regarder le pouvoir d'achat. Tu vois ? D'accord. Et peut-être que le business... c'est un mécanisme itératif. C'est d'itération. Mais du coup, finalement, c'est valable pour un autre business aussi. On pourrait varier. Mais c'est quoi, si tu avais 3 repères, 3 totems, tu vois, qui t'amènent à ces 10 000 abonnés, ou 3 portes, tu vois, en ski, là, par quoi il faut passer ? Donc, tu as la niche, le positionnement, c'est les 2 premiers pour moi. Et derrière, il va te falloir la régularité, poster. Tu vois, poster 1 fois par jour, tous les jours, pendant 6 mois. Ça va te permettre de pouvoir en fait commencer à créer une impulsion sur les réseaux, de la traction. Ça va te permettre de pouvoir commencer à marcher et de pouvoir te dire je peux poster sur les réseaux, je peux commencer par de l'écrit. Si ça me convient pas, souvent en fait, nous on est passé par toutes les étapes. On voulait pas se montrer. Margot voulait pas se montrer, donc on avait un logo. Le logo, t'as pas de personne, tu vois, derrière. Donc les gens s'attachent pas. Les gens ne s'attachent pas. Donc on a commencé par des publications écrites. Les gens ils ont commencé à bien aimer. Puis derrière, on a changé le logo, on a mis la tête de Margot. Puis après, on est passé au réel. Elle s'est montrée. Et après, on a fait les sous-titres et tout. Donc en fait, c'est niche, positionnement,
poster, régularité. Et après, je dirais, la niche et le positionnement, ça peut être ensemble. Ouais. Donc, en troisième, ce serait se former pour pouvoir aller chercher en fait les bonnes techniques, les bons codes, la structure qu'il faut suivre sur les réseaux. Alors, se former si la personne le fait elle-même, ou éventuellement se faire accompagner. Trouver le bon coach ou le bon professionnel c'est ça, qui connaît tous les rouages en fait, des réseaux. Parce qu'effectivement, pour des gens qui se lancent, ils sont obligés de faire un peu tout seul. Mais pour des gens qui sont peut-être qui ont un business qui est avancé, mais qui n'ont pas du tout développé la partie réseaux sociaux, là, effectivement, ça peut être bien d'avoir un expert. C'est un peu ton cas. C'est exactement mon cas. Aujourd'hui, tu coaches, t'as pas besoin des réseaux sociaux aujourd'hui pour pouvoir coacher des gens et pouvoir en vivre correctement. Ouais. Par contre, je trouve dommage, et c'est d'ailleurs ce que je t'avais dit à l'époque, il y en a marre que tu bosses tu vois, pour les autres. Maintenant, tu as le droit à ton audience et on n'est pas là pour faire l'influenceur. Oui. Tu vois c'est ça. Moi, c'est ça que j'ai envie de péter aussi. On peut être sur les réseaux sans être influenceur. Effectivement, c'est une croyance qui s'est ancrée dans l'esprit de beaucoup. Donc, non, c'est bien que t'en parles. Et ok. Et du coup, pour identifier donc ton audience cible pour tes clients, parce que là, on a parlé de Margot, mais je sais que tu as accompagné un jeune là sur des mangas, qui est dans le monde du manga. Là, moi, tu m'accompagnes aujourd'hui sur de l'immobilier. Ouais. Comment t'accompagnes tes clients pour aider à trouver justement leurs clients, pour bien cibler leurs clients? Le client que ton client à toi va te dire mon client cible c'est lui. Et toi peut-être que il se trompe direct. Donc dis-moi en plus un peu là-dessus. Il se trompe. Je vais te parler un petit peu du cas que j'ai eu avec le sensei. Que j'ai pris, il avait 500 followers. C'était l'été dernier et il était dans la niche du manga et lui il s'était lancé en fait sur YouTube et il avait le problème de je n'arrive pas à créer de la connexion avec mon audience, j'ai les gens qui regardent, je n'arrive pas à créer de la connexion et je n'arrive pas à créer de la relation. Et je lui ai dit mais écoute, tu devrais t'intéresser à Instagram parce qu'Instagram est une des seules plateformes qui te permet d'avoir une messagerie directe et de pouvoir converser avec eux. Et en fait tu as besoin de converser avec les gens de ton audience, les gens les plus proches, pour pouvoir en fait les connaître leurs besoins et derrière développer une offre qui va répondre aux besoins qui les soulagent, quoi. Donc voilà, donc la première étape qu'on va avoir, c'est développe ton compte Instagram. Derrière, commence à rentrer en interaction avec ton audience pour pouvoir commencer à comprendre qui est ton client cible à l'intérieur, en respectant les 4 indicateurs dont je parlais tout à l'heure. Et une fois que tu as ça de fait, en fait, tu as une première partie, je travaille sur l'avatar, et après, tu as une partie, je vais chercher le contenu qui fonctionne par rapport à cet avatar cible et à l'avatar aux personnes que tu vas avoir dans cette niche-là. Je vais chercher tout ce qui fonctionne comme contenu, en fait. Donc, je vais aller chercher des concurrents aux US, je vais aller chercher des concurrents en France, je vais aller regarder leur nombre d'abonnés et après, admettons, ces concurrents-là, tu vois, ils ont 10 000 abonnés, tu vas aller les suivre et tu vas aller regarder les personnes que eux ils suivent. D'accord. Et donc, tu vas aller remonter la chaîne et eux, ils s'inspirent forcément d'autres personnes. Tu vas aller chercher en fait la crème de la crème. Là, en fait, ici, tu as des comptes, tu vois, à 50 000, 200 000, 300 000 abonnés. Il y a un peu ce côté Sherlock Holmes, un peu, tu vas investiguer, tu vas les trouver, et tu vas aller te mettre dans la peau de ceux pour qui ça marche en fait. C'est ça. Et alors après, ça n'empêche que tu peux garder s'il y a quelqu'un qui est à 10 000 ou 20 000 abonnés et qui te plaît bien, tu vois, et la vibe, ça sonne bien avec toi et avec ton client cible. Ce que tu fais, tu vas aller chercher les vidéos les plus performantes et tu vas aller chercher, tu vois, typiquement si la personne elle a 10 000 abonnés, tu vas aller chercher tous ces réels qui font 5 fois son nombre d'abonnés. D'accord. Et donc 50 000. Et tu vois, et ça c'est une vidéo qui, selon mes critères, a fonctionné pour sa cible, tu vois, et qui a été, entre guillemets, virale pour elle. Et donc, le sujet, la manière dont la vidéo a été montée, je peux le prendre, je le copie, je le mets dans mes notes sur Insta, je fais ma veille informationnelle. Et après, je me refais une session plus tard où je vais sélectionner les meilleurs réels en fait, qui ont fonctionné, qui me parlent le plus, et je vais me réapproprier ce contenu-là. Je vais pas le refaire mot pour mot, je vais me réapproprier ce contenu-là et me mettre devant la caméra. Je comprends. Et après, faire l'editing et poster.
On réinvente pas la roue, on part de ce qui marche et par contre on se le réapproprie et il faut que ça vibre, il faut que ce soit aligné finalement avec la personne, ton client en l'occurrence. Okay. C'est ça. Alors là, donc on a parlé de développer son audience. Je voudrais aborder un deuxième chapitre sur la création d'une marque forte. Ouais. C'est très important pour ces créateurs de contenu de développer ça. Selon toi, quelle est la différence entre une simple présence en ligne et une marque forte qui est rentrée dans le cerveau des gens, quoi? Ok. C'est intéressant ce que tu dis, rentrer dans le cerveau des gens, parce que ce qu'on doit faire sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est conquérir du territoire dans le cerveau des gens. Ok. Ça, c'est super important. Par le passé, en fait, les personnes ou les entités qui contrôlaient la terre, le territoire physique, l'agriculture, les seigneurs, etc., ce sont eux qui contrôlaient, entre guillemets, la société. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus trop ça. Ouais. C'est encore le cas, je dis pas que c'est pas le cas, mais c'est toujours le cas. Mais aujourd'hui, on est dans une économie, c'est pas bateau ce que je vais dire, mais tout le monde le sait, si tu recherches un peu et que tu suis le business en ligne, on est dans une économie de l'attention. Ouais. Il faut aller créer de l'attention, capter de l'attention, dire j'existe, canaliser cette attention, te rapprocher des personnes qui ont besoin de ton service pour traiter leur douleur. D'accord. Voilà. Dans une économie aujourd'hui où on va avoir de plus en plus d'IA, d'intelligence artificielle, de contenu qui est fait par quelque chose d'artificiel, tout simplement. Ouais. On a besoin de plus en plus d'humains. Ouais. Et en fait, c'est là où je veux en venir aussi, c'est que le business en ligne, notamment quand tu vends de l'info, de l'accompagnement, etc., c'est un business de la relation. Ouais. Je ne l'ai pas inventé, Tougan Barra en parle beaucoup, Jean-Marie Corda en parle beaucoup aussi. On est dans un business de la relation et on a un minimum viable gourou. Donc un gourou en ligne, c'est pas du tout péjoratif, c'est juste pour donner un nom. C'est pour faire parallèle avec le MVP qui est le minimum viable product. Voilà. Là c'est pareil, minimum viable gourou, et il faut être un minimum viable gourou en ligne qui va parler à une audience et qui va capter de l'attention. Et derrière, va y avoir un mécanisme de relation. Les personnes qui vont faire partie de l'audience, ils vont vouloir se rapprocher du gourou. Ouais. Et le gourou devient, entre guillemets, un petit peu le produit. Et c'est ça, une personal brand forte. D'accord. Qui fait que tu rentres... Voilà, typiquement, nous, on s'est rencontrés via le minimum viable gourou Quentin Doulcier, dans le domaine de l'immobilier. C'est un gars qui a à peu près notre âge, un petit peu plus jeune que toi, le même âge que moi. Ouais. Putain, le mec, il arrive, il fait des immeubles de rapport et tout, il est dans le sud-ouest. Ouais. Il partage tout il partage son quotidien, ses erreurs, ses astuces et tout. Putain, il est trop intéressant. Il a capté de l'attention. Il nous a canalisé à travers un webinaire. Ouais. Je suis quasiment sûr que derrière, il t'a converti, tu vois, et t'as appris sa formation travaux ou fiscalité ou quoi, tu vois. Exactement. Parce que tu voulais savoir ce qui se passait derrière le rideau. Ouais. Voilà. Je vois. Ça, c'est une marque forte. Quentin Doulcier est une marque forte. Et donc, on n'est pas sur un logo d'entreprise, on est vraiment sur une personne qui nous inspire et avec qui on a envie de se former. Exactement. On a envie de se rapprocher finalement. Et je rebondis parce que j'ai fait hier une présentation à une néobanque que je connais très très bien. Ça fait 6 ans que je les suis. Je vais pas citer le nom. Ouais. Ils sont très très forts. Ils ont une application. Ils ont levé 27 millions d'euros en 2022. Ouais. Moi, je les ai aidés à ramener 700 000 euros juste parce que je kiffais le projet. Ouais. Il y a les gens autour de moi qui sont venus et qui ont voulu investir aussi. Tu as trouvé des investisseurs dans ton entourage la levée de fonds. Qui ont amené 700 000 euros au total de capital en gestion par cette entreprise. Ouais, donc c'est une très belle et le problème qu'ils ont, marque. Le problème qu'ils ont, eux, c'est que ils ont le produit, ils ont le capital, mais en termes de stratégie marketing, ils font des trucs très très beaux. Ils ont plus de 60 employés, mais aujourd'hui... Ils tapent pas plein dans le mille. Ils sont en relation déjà aussi avec Maître Gims, plein de gens, mais ils ont pas la stratégie, le cerveau avec la brand, tu vois, le niveau de personal branding qui va leur permettre de conquérir du territoire dans la tête des gens. Ouais. Pour que les gens se disent j'ai un problème en investissement et tout, je sais pas quoi faire de mon argent, la situation actuelle, genre ma chaise elle brûle, tu vois, genre je suis pas bien, j'ai l'inflation, tu vois, j'ai la douleur, l'euro numérique arrive. Ils ont pas de réelle stratégie de communication, de communication et ça c'est presque surprenant. Pas de constance. Pour une société de cette taille et voilà, et avec les talents qui la composent, parce que moi tu
tu m'as parlé de cette société et puis aujourd'hui, ça doit faire 2 ans que j'ai investi aussi sur cette plateforme à titre personnel. Donc j'y crois moi à leur projet, et à ce que ça peut donner dans le futur. Mais c'est très surprenant effectivement de voir qu'ils n'ont pas réussi avec aussi le nombre d'employés qu'ils ont et avec les fonds qu'ils ont, à développer vraiment une stratégie efficace. Comme quoi même des groupes comme ça ou des sociétés assez costaudes vont pas forcément trouver le bon angle, là où des fois tu vas avoir un infopreneur isolé qui a compris tous les codes et qui déroule et qui fait limite, alors peut-être pas en termes d'argent, de revenus, c'est des business différents, mais qui a vraiment percé le code en fait, qui a craqué le code. À titre de comparaison, ils ont 10 000 abonnés sur Insta. Ouais, et oui. Et ça fait 2 ans. Ah oui, non, c'est... Tu vois, il y a Margot... Il y a eu des changements de nom aussi, c'est-à-dire que la société a changé, je crois, 2 fois de nom. 2 fois, Ça aide pas aussi à installer dans la tête des gens une marque. Mais moi, je suis persuadé que, tu vois, avec les méthodes que j'ai, tu vois, moi, je me considère un petit peu comme un embusqué nord-coréen, un soldat nord-coréen embusqué dans le bush, et j'arrive avec la bite et le couteau, tu vois. Et en fait, avec mon iPhone et mon trépied et des micros, boum, on arrive, tu vois, à aller chercher le palier des 10 000 abonnés. Puis derrière, en fait, avec une bonne stratégie, un bon ciblage de qu'est-ce que je veux faire et quelle douleur je veux traiter chez les gens, chez ton public cible, bah en fait c'est bon, le boulevard ça part quoi, tu vois. Donc finalement d'avoir compris l'algorithme d'Instagram, ça aide aussi beaucoup. Il y a un truc qui me gêne là-dedans, dans l'algorithme. Les gens croient, et ça j'ai envie de péter le truc, la croyance, les gens croient qu'il y a un secret dans l'algorithme. Il n'y en a pas. Ah oui, non, par contre, là, je suis assez aligné avec toi. C'est-à-dire que c'est, moi qui connais bien Airbnb, Booking, l'algorithme, il n'y a pas de secret. Il faut juste savoir qu'est-ce qu'il y a gardé et sur quel levier il faut jouer, en fait. Ouais, c'est ça. L'algo, c'est de la psychologie humaine, c'est de la psychologie des foules. Et c'est pour ça que je trouve ça tellement passionnant. Parce qu'en fait, une fois que tu comprends que c'est de la psychologie derrière, de la psychologie humaine et de la psychologie des foules, et du traitement, en fait, de douleur et des émotions, bah, t'as compris le truc et tu vas pouvoir mieux parler, mieux communiquer, apporter une meilleure solution et après te développer beaucoup mieux sur les réseaux. Ok, je vois. Et donc là, t'as parlé, j'avais une question, tu vois, sur les ingrédients essentiels d'une marque puissante. Là, je pense que tu en as cité quelques-uns qui sont assez intéressants. Ok, je te remercie. Du coup, j'avais une question pour toi, à ton avis, pourquoi c'est essentiel pour une entreprise d'investir dans son image et dans son branding sur Instagram aujourd'hui, en 2025? Bah, c'est essentiel. J'ai l'exemple de tout à l'heure, en fait. Ouais, mais tu vois, t'as plein de boîtes qui vont se dire je vais développer, j'ai pas besoin, ou alors je vais rester, moi j'ai un petit business, je suis couturière dans ma petite rue, je vais faire du bouche à oreille, ça va très bien, ou des métiers à dépoussiérer, des fois comme l'immobilier, où tu peux avoir des gens, des fois avec des agences qui vont travailler à l'ancienne, tu vois. Qu'est-ce que tu dirais en fait à ces business-là, très différents? Je parlais de la couturière, de l'agence immobilière, on peut avoir même une boulangerie. Qu'est-ce qui fait que pour toi, il faut qu'elles ouvrent un peu leur chakra aux réseaux sociaux et qu'elles développent ça? Bah, je vais faire une réponse très simple. Avec la société qui évolue, vous êtes mort. Ouais, ok. Vous êtes mort. Bah ouais. Vous êtes mort tout simplement. Après, je vais essayer d'apporter un petit peu plus de nuances là-dedans. Avec ça, que tu as 60 ans, tu vois, et que tu kiffes ta vie et que tu as tes clients et que tu n'as pas de trou en fait, dans ton CA et que ça va, ça te convient, change rien. Pourquoi tu vas aller t'embêter à aller sur les réseaux sociaux et tout, change rien, tu vois. Mais tu vois, l'exemple, c'est toi, tu travailles pour 3 youtubeurs aujourd'hui. Tu as un CA qui est convenable, tu vis très bien ton activité de coaching, mais tu n'as pas d'audience. Demain, les 3 youtubeurs pour qui tu travailles, ils font plus ça, ils pivotent, ils font autre chose. Tu perds cette source de revenus. Complet. Complètement. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place une stratégie pour toi pour pouvoir avoir une audience. Encore une fois, on n'est pas là pour être un influenceur. On est là pour te mettre en place une audience. C'est un asset, des gens qui vont te suivre, qui vont aimer ce que tu dis. Le message que tu leur donnes, il résonne chez eux. Et en fait, ces gens-là, ils vont te suivre et ils vont avoir des besoins. Et certaines personnes, ils vont vouloir se faire accompagner par toi parce qu'ils aiment ta vibe. Ils se disent, putain, c'est ce mec-là que j'ai besoin.
il me bullshit pas, il me raconte pas de la merde, il me montre ce qu'il y a derrière les coulisses. C'est lui que j'ai besoin. Ouais. J'ai envie de me rapprocher. En fait, ce que tu dis, parce que tu te souviens quand on a commencé à échanger là-dessus, donc moi j'ai développé pendant 5 ans sur le bouche à oreille. Ouais. Tous les logements que je gère, c'est que du bouche à oreille, vraiment que ça. J'ai pas fini d'en rentrer aussi, c'est-à-dire que j'ai un pipe suffisamment important pour ne pas avoir besoin de prospecter ou ne plus avoir besoin de prospecter pour trouver des nouveaux logements. Sur cette partie-là, on va dire que ça a lancé la machine et finalement, j'étais pas trop sur les réseaux sociaux. Il y avait un site internet quand même, tu vois, qui a un trafic depuis 5 ans et donc j'ai trouvé des clients, enfin des clients m'ont trouvé via mon site, tu vois, ils m'ont appelé sur mon portable. Mais quand on a parlé je sentais bien qu'il fallait que je me mette aussi sur les réseaux. Mais je t'avais dit, pas n'importe comment, j'ai besoin de temps, il faut que ça me ressemble. Et tu avais vraiment compris ça, tu as joué le jeu aussi de me laisser à mon rythme, de me poser des questions, de faire des points avec moi régulièrement. Et au bout de 3 mois, j'étais prêt. Et je me dis, ok, c'est ça mon positionnement, et là maintenant on peut y aller. Et ça me ressemblera en fait. C'est-à-dire que je suis, justement, je voulais pas être ni influenceur, ni youtubeur ou autre. Je voulais juste parler vrai, parler authentique et parler de ce que je fais. Ouais. Et donc, ça. Ça rejoint et ça rejoint en fait l'idée que la création de contenu, elle doit pas venir amener du fake sur la table. Comment dire ça en français? On vient pas jouer, on vient pas jouer un jeu, on vient être authentique et on vient montrer en fait son quotidien. Tu vois, tout à l'heure, on va aller dans un de tes appartes. C'est un appart que tu es en train de rentrer. On va le prendre, on va le shooter, on va regarder. Et toi, tu vas simplement décrire les qualités de ton appart et ce que tu apportes sur le marché, tu vois. Et point barre, ça s'arrête là. Là où pour moi c'est devenu limpide, c'est de me dire finalement je change rien. J'ai pas besoin de travailler pour les réseaux sociaux, mais c'est plutôt filmer mon quotidien et ce que je fais et comment j'aide mes clients qui va créer mon contenu de manière naturelle en fait. Donc ça me demande quasiment pas de temps finalement. J'ai juste à avoir quelques réflexes à certains moments de la journée filmer une activité, un déplacement dans un logement ou un coaching sur mon ordinateur. Et ça va venir alimenter finalement tout le branding et le personal branding qu'on va mettre en place. Et ça se construit. Et après, qu'on vienne pas me dire j'ai pas le temps. Oui. C'est pas vrai. T'as ton téléphone dans ta poche, t'as juste besoin d'un iPhone, tu vois. T'as ton iPhone, t'as CapCut dessus, c'est gratos. Tu montes tes vidéos, ok, et tu les postes. Et tes vidéos, elles ont pas besoin de faire 1 heure, 2 heures. Elles ont besoin de faire 30 secondes. Tu postes régulièrement et ça va marcher sur les réseaux. Et surtout, t'abandonnes pas. Yes. Ouais, tu continues, ça, effectivement. C'est super important. C'est une vertu commune à beaucoup de business. Du coup, l'impact d'un branding réussi sur les ventes, bon, je pense que... Ça te crée un asset qui travaille pour toi plus tard. Et tu peux l'emmener avec toi. Et d'ailleurs, ce que j'aimerais ajouter, dans la présentation que j'ai faite à cette banque, cette néobanque, je leur ai pris 3 exemples. J'ai pris Grant Cardone, qui a une boîte qui gère 2 milliards. Grant Cardone a un compte Instagram. Sa boîte a un compte Instagram. Ouais, voilà, il y a une dissociation vraiment entre l'homme et son entreprise. Exactement. Hormozy fait pareil. Tai Lopez fait pareil. Kylian Mbappé fait pareil. La boîte de Kylian Mbappé, il a une boîte de production de contenu. Il investit massivement là-dedans. C'est de la personal brand qu'il fait. Pour que quand le foot ça s'arrête, le truc ça va continuer quoi. Et donc en fait c'est un asset, ça te crée une liberté de choisir. J'allais dire aussi pour faire le parallèle avec les business physiques, où tu as une zone de chalandise en fait physique, les gens passent devant ta boutique ou pas et ils ont envie de rentrer ou pas dans ta boutique. Là on le digitalise, on le virtualise quelque part, mais c'est la même chose en fait. On est sur une zone de chalandise qui est sur le web et qui est mondiale. Et donc là, je rejoins ce que tu disais là-dessus tout à l'heure, je prends un exemple d'une fleuriste, entre 2 fleuristes qui sont dans le même quartier, s'il y en a une qui utilise les réseaux et pas l'autre, je suis assez sûr que la première... Les réseaux correctement. Et les réseaux correctement, je suis assez sûr que la première va avoir une zone de chalandise du coup élargie. On va prendre l'exemple, elles sont sur la même rue. Il y en a une qui utilise les réseaux et pas l'autre. On peut être sûr que d'un point de vue CA, d'un point de vue brand, etc., c'est juste pas la même chose. Bien plus haut. Et derrière, ça va te créer des opportunités en fait qui sont incroyables, tu vois. Parce que la personne qui est sur les réseaux, qui les utilise bien, elle va pouvoir collaborer avec d'autres personnes. Et en fait, peut-être même qu'elle va pouvoir se créer une franchise plus tard. Tu vois, elle peut...
En fait, c'est un amplificateur de business. C'est ça le truc. Je vois, parce que finalement, elle va peut-être vendre ses fleurs au bouquet ou ses pots ou ses compositions florales. Mais le fait d'avoir une audience en ligne va peut-être la mettre en relation avec un partenaire où elle va pouvoir faire des mariages et créer des compositions uniques pour un mariage ou pour un enterrement ou peu importe. Et donc, elle aurait peut-être même pas pensé à ça au début. Et le fait d'être en ligne va lui amener en fait cette réflexion. Et du coup, ça reboucle avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que ton client évolue, ton discours évolue, ton contenu évolue en fonction des opportunités, en fonction de ta niche. Typiquement, tu vois, un exemple, une des personnes que j'ai accompagnées récemment, tu vas te dire ouais, mais moi, mon domaine d'expertise, je peux pas aller en ligne. Ouais. Ah bon? Moi, je viens d'accompagner quelqu'un, Jimmy, le couvreur breton. Il est sur les toits à travailler, il sort son téléphone, il le dégaine et il a fait 10 000 abonnés en 6 mois. Tu vois? Ouais, c'est pas le job auquel on aurait pensé, le secteur auquel on aurait pensé. Et ça, c'est une grosse trend. C'est vraiment important à dire. Le domaine de l'artisanat, mais c'est banger sur les réseaux sociaux. Tu as une compétence, tu sais souder, ou tu sais monter sur les toits, ou tu es un peu bon manuellement. On les a tous vus. C'est hyper concret, tu vois la personne. Ces vidéos de table là en époxy et tout, tu sais, avec la résine bleue. Et c'est hyper captivant, c'est dynamique, c'est facile, t'as pas besoin de monter, de faire des montages de fou. Et les gens voient le résultat à la fin de la vidéo. Quoi. Exactement. Donc, parfait. Donc les artisans, mettez-vous en ligne, c'est hyper important. C'est clair. Je pense que tu aurais même. Et ça n'a pas besoin. Je sais que vous avez une contrainte. Un axe de prospection intéressant avec les couvreurs, par exemple. Si on prend juste cet exemple-là. Et les mecs, je connais les artisans parce que je fais un peu d'IMO aussi. Les artisans, ils me disent tout le temps, j'ai pas le temps. Mais parce qu'ils sont tout le temps en train de courir de chantier en chantier. Les gars, vous sortez votre téléphone, vous faites le tour juste de votre chantier et vous le postez sur les réseaux. Vous refaites cette même vidéo-là dans une semaine quand le chantier il a avancé. Et vous allez voir, vous allez vous créer une audience. J'en suis sûr et certain. Bon, ça, c'est un tip pour les artisans qui nous regardent, et surtout dans l'IMO ou autre. Cadeau. Allez-y, réseaux sociaux. Parfait, on va passer sur les stratégies de contenu. Donc, j'ai quelques questions pour toi là-dessus. Donc, comment tu construis une stratégie de contenu efficace pour tes clients? J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Ça va passer par une phase de veille informationnelle intense. En regardant un peu ce que font les autres créateurs. Voilà. Mais après, donc potentiellement utiliser les mêmes sujets que eux font. Mais après, même structure de vidéo. Comment tu vas arbitrer ou conseiller ou itérer avec ton client pour se dire ok, il faut que je fasse un peu de preuve sociale, il faut que je fasse de l'éducation, il faut que je fasse de l'inspiration, tu vois, ces grandes thématiques là qu'on retrouve souvent. Comment je saupoudre en fait tout ça, comment je le... Alors j'ai un process qui est simple, mais c'est pas forcément facile au début. Et moi, je suis en train de le mettre en place pour moi, parce que j'étais le pilote derrière Margot, et j'ai des Margot, elle, on la voit, mais moi, je suis derrière la cam. On a commencé à le mettre en place avec Margot, ça fonctionne. Tu vas créer du contenu dans l'idéal, je parle d'une situation idéale. Tu sélectionnes un problème de ta cible, donc tu as encore besoin de savoir qui est ton avatar et à qui tu as besoin de parler. Si c'est pas ça, tu peux rien faire. Et donc, tu vas sélectionner un problème précis, tu vas répondre à ce problème précis en une vidéo longue, mais longue, c'est plus de 1 minute pour moi, donc 4, 5, allez, moins de 10 minutes pour pas que ça te prenne trop de temps. Tu mets ton téléphone, tu mets ton micro, tu réponds, tu postes ça sur YouTube. Derrière, tu vas décliner 3-4 shorts. Tu vas dire des pépites, des choses tu vois, qui sont des conseils que les gens ils peuvent appliquer directement et c'est actionnable direct. Il faut que les gens ils puissent actionner le conseil dans les 24 heures et qu'ils en aient tiré le bénéfice. Si ça, ils font ça, en fait, ça va très vite et tu crées de la relation et tu vas créer de l'attraction. Ça me fait penser à un truc, j'étais assez surpris, tu m'as montré, je sais plus quelle créatrice de contenu pour laquelle, en fait, en une vidéo, elle a juste explosé son nombre d'abonnés. Solène, je pensais pas que c'était... Tu pouvais avoir ce côté aussi, la viralité, on entend parler, mais qu'il y a un impact sur ton nombre d'abonnés en une vidéo comme ça. Je pensais que c'était un travail de longue haleine petit à petit. Elle a publié la vidéo il y a 2-3 jours. Elle était à 200 abonnés. Et aujourd'hui, je crois ce matin, j'ai regardé, elle était à 800. Donc elle va pas tarder à toucher les 1000 abonnés. C'est x4 avec une vidéo. C'est ça la puissance des réseaux sociaux, c'est un truc de fou. Incroyable. Et en plus, le pire, c'est que c'est pas sa vidéo la plus travaillée.
Elle pensait pas que ça allait fonctionner. Voilà, la viralité, c'est ça que je voulais en dire. J'ai pas terminé sur le process. C'est que tu vas faire du contenu éducatif. Tu vas en décliner des shorts. Et après, tu vas faire du contenu clivant. 2 contenus clivants dans la semaine. L'idéal, t'en fais 5 par semaine. C'est l'idéal. C'est un petit peu dur au début à tenir un cadence, surtout si t'es tout seul. Mais dans l'idéal, on va dire que tu fais ça. Et en fait, ce contenu clivant va aller te permettre d'aller chercher de la portée. Va aller te permettre d'aller te construire une audience comme elle vient de faire. Gratuitement. Ça juste pris tout ça, on parle de... Gratos, c'est de l'organique. D'organique, C'est de l'organique. Et derrière, il va y avoir des gens qui vont commenter. Il y a des gens qui vont être fous. C'est les réseaux sociaux, c'est le jeu. Il faut pas en avoir peur. C'est OK. Et il faut justement jouer avec ça. Les fameux haters. Les fameux haters. C'est tes meilleurs amis, les haters. C'est tes meilleurs ambassadeurs au final. Tes meilleurs ambassadeurs parce qu'ils te poussent dans l'algo, tu vois. Donc faut les connaître et faut aller jouer avec ça, tu vois. Faut vraiment jouer. Donc si vous avez des haters, si vous aimez pas ma barbe dégueulasse, rouquin, allez-y, commentez. Il y a pas de souci, vous allez me pousser. C'est limite un signe que ça commence à tourner. Exactement. Tu fais du bruit en fait. Je sais plus qui c'est qui disait ça, c'était Coluche. Il disait, c'est Coluche ou je sais plus qui c'est qui disait ça. En fonction, tu vas me dire. Qu'on parle de bien en moi ou en mal, l'important c'est qu'on parle de moi. Tu vois. Donc, je sais plus, il faudra retrouver. Ou des proches, on est sur des comics. Mais c'est, et ça date pas des réseaux sociaux en fait, ça date d'avant. Et là, on est sur la nature humaine, la psychologie, etc. Ok. Alors, on va avancer sur la stratégie de contenu par rapport au. Donc, on a parlé de stratégie efficace là à l'instant. À ton avis, c'est quoi l'erreur la plus fréquente concernant le contenu posté sur Instagram? Tu vois, commencer sa vidéo en disant bonjour, je m'appelle Barberousse, tu vois, déjà, ça, les codes, c'est pas possible. L'erreur la plus fréquente, là, c'est le hook, l'accroche. Ok. De pas avoir de hook. En fait, les gens, c'est des zombies, ils ont leur téléphone, il faut s'imaginer que t'as une portée de fou, tu peux toucher les gens quand ils sont aux toilettes. Okay. C'est fou de te dire ça, mais c'est... Et moi, le premier, quand je fais ma veille informationnelle, ma femme, elle en peut plus. Parce qu'en fait, alors moi, j'essaie de scroller intelligemment, tu vois. Genre, je suis là, pour toi, par exemple, dans l'IMO, ou pour Margot dans l'équitation, ou pour, tu vois, les autres personnes dans le manga que j'accompagne. Je scrolle, je vais regarder, et dès qu'il y a un truc, tu vois, qui est intéressant, je copie le lien, tac, et je le mets dans ma note, tu vois, partagé avec le créateur. Comme ça, tu vois, je l'aide dans sa veine informationnelle. Mais je fais ça au chiottes. Donc, t'as une portée qui est ouf, tu vois. Mais là où je veux en venir, c'est que tu vas avoir les 3 premières secondes qui vont, on appelle ça le hook, l'accroche. Les gens scrollent. C'est des zombies, ils scrollent, tu vois. Et il faut que tu les bloques. Donc les 3 premières qui s'arrêtent sur ta vidéo et qui restent. Donc il faut le hook. Je vois l'image. Et une fois qu'ils sont hookés, tu vois, ils sont accrochés. Derrière, il faut que le contenu de la vidéo, en fait, leur parle suffisamment et soit suffisamment bien monté. Donc, tu as des techniques de changement de plan, avancer, faire des zooms, tu vois, des zooms avancés, reculés sur la personne qui parle, les sous-titres, la bonne musique et tout. Tu as des codes. Tu captes l'attention et après, surtout, il faut la garder retenir. Et la retenir le plus possible. Et c'est ce que font très bien les GAFA et les grandes toutes ces boîtes-là. C'est ça le but. C'est vraiment... plus elle capte l'attention et mieux elle marche. Ok. Donc l'erreur, le hook n'est pas bon. Le hook, et donc le hook, en fait, là c'est pareil, on réinvente pas la roue, c'est-à-dire que c'est du marketing, méthode AIDA. Le premier A de AIDA, c'est attirer l'attention. C'est ça. Donc ça, et dans un pitch, c'est pareil, tu fais un pitch elevator ou pitch devant des investisseurs pour une levée de fonds. L'entame, j'ai une image comme ça qui me vient, c'était le patron d'Orange qui avait 1500 employés devant lui, tu vois, un truc annuel. Il rentre sur scène et il se pose, donc il dit bonsoir, enfin voilà, il se présente. Enfin, il dit juste bonsoir. Et là, il laisse un blanc de 58 secondes. Il dit rien. Pendant 58 secondes, il est là et il parle pas. 51 secondes, vous voyez ça, c'est le temps d'attente moyen de nos clients en 2000, je sais plus quelle année. Magnifique. Tu vois le mais tu vois, il a créé une émotion. Il a créé une émotion de malaise. Genre, mais tu vois, il a mis mal à l'aise combien 1500 personnes. Les gens. Et puis il faut les tenir les 58 secondes. Derrière, en fait, il avait une attention. Il y avait pas, on n'entendait pas une mouche voler. Après, pendant son discours et pendant son truc, voilà. Donc c'est clairement les hooks, quoi. Ok.
Mais ça, c'est très travaillé. Là, pour le coup, on est dans le mastering du pitch, quoi. Le mec, il a quand même réussi à tenir... Alors, les gens, ils n'étaient pas sur leur téléphone. Ils n'étaient pas en train de scroller. Ils ne pouvaient pas passer à autre chose. Mais c'est malaisant. Tu as quelqu'un devant toi sur scène qui ne dit pas un mot. 58 secondes, c'est long. Tu vois, même pour lui, je pense que ça doit être quelque chose, quoi. Parce que tu sais pas si ça va faire un flop ou pas derrière. C'est pas Xavier Niel sur cet exemple, c'est le patron d'Orange, mais après sur Xavier Niel, oui, je pense qu'il a le bagou. Non, lui, chez Free, c'est le fondateur chez Free, quoi. Est-ce que tu as un exemple concret où dans lequel un changement de stratégie de contenu a eu un impact radical sur la croissance d'une audience ou Margot. Ouais, donc c'est vraiment. Je prends le premier, le réel qui est épinglé aujourd'hui là. On a pris un tournant sur les réformés. En fait, au début, on ciblait les propriétaires de chevaux de plus de 22 ans. Ouais. Et après, on a fait du reverse engineering et on s'est dit, mais attends, quel est le problème commun ? C'est tout le temps des nanas qui ont des réformés. Et Margot, tu vois, de manière en fait très logique, souvent, c'est abusé parce qu'il suffit juste de t'adresser à toi du passé. Ah oui, ok. Non pas que Margot, elle est un réformé, mais un réformé de course, elle a un cheval qui est vraiment très très bien pour faire de la compète et tout. Mais Margot, en fait, lors de ses études, quand elle était, j'en parlais tout à l'heure, chez Gwendolen Fer, et à chaque fois qu'elle était dans les centres équestres et tout, elle s'occupait toujours des chevaux un peu difficiles, réformés, tu vois, de course. Ouais. Et donc là, tu prends un tournant bien spécifique, tu vois, en termes et tranchant au niveau de ta com. Je m'occupe des réformés, la vidéo, tu vois, sur notre... Et elle connaissait leur douleur parce qu'elle était à leur contact. 5000 likes, je sais plus combien de commentaires, 100 000 vues, et on a touché, je sais pas, 80 000 comptes. Tu vois. Et donc, cette vidéo-là, elle est épinglée, elle parle directement à notre cible, et on a, je sais pas, on a gagné 1500 followers sur cette vidéo. 1500 followers. Impressionnant, ouais. Derrière, tu envoies un message d'ouverture. Coucou, j'ai vu que la vidéo sur les réformés t'a plu. Je suis en train de travailler sur la création de contenu. Est-ce que je peux faire il y a un sujet de réel que je pourrais faire qui pourrait t'aider. Et là, tu as demandé quel est ton problème. Et là, du coup, tu commences à créer un lien avec ton prospect. Oui, premier contact. Là, c'est intéressant parce que du coup, tu expliques bien en fait les étapes finalement pour les gens qui nous regardent pour savoir comment développer finalement Insta. Mais après, ça peut aller beaucoup plus loin. On parlait d'étapes tout à l'heure sur quand on parlait d'IMO. On parlait de paliers. En fait, il y a d'autres paliers. Peut-être tu peux donner comme ça une idée de la suite. C'est une fois que tu as 1500 abonnés comme ça d'un coup, c'est plus du tout le même volume de DM. Comment tu passes au niveau d'après en fait ? Au niveau d'après, en fait, tu vas aller chercher des automatisations et tu vas aller utiliser des outils comme ManyChat. Tu vois, ou tu peux utiliser des outils comme NC360 qui là, c'est un truc qui centralise tout. D'ailleurs, Mathias Nézard qui le propose dans sa Closing School, si tu vois cette vidéo ou ce short. N'hésite pas à le repousser sur tes réseaux, ça me fera de l'attraction. En fait, tu vas utiliser ces outils d'automatisation qui vont te permettre, une fois que la personne elle s'est abonnée, ça va envoyer de lui-même en fait un message d'ouverture avec le hello et le prénom de la personne, sans que tu vois je le fasse à la mano ou qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Il y a plusieurs choses à faire, hein, tu vois. Donc tu as de l'automatisation. Tu peux automatiser le truc. On peut retrouver nous dans les activités de courte durée où on va avoir des messages automatiques qui sont envoyés aux voyageurs. On va pas envoyer manuellement les textos. Moi je l'ai fait au début. Mais c'est une question d'échelle. Au début, mais encore une fois, tu t'organises. Tu vois, j'ai toujours mes notes. Faut pas que l'audience de Margot regarde ça, tu vois, mais. Non, mais après, en fait, t'as tes notes, t'as ton script de setting. De voir l'arrière-boutique et comment ça marche. Et en fait, c'est dans une portée de justement d'aider sa communauté, ses clients. Mais derrière, faut pas être naïf. Il y a si on met rien en place, il n'y a rien qui arrive. Non. Et donc, effectivement, il y a une mécanique à mettre en place. Mais tu es obligé d'envoyer, en fait... Ça serait quoi juste pour justement venir enfoncer le clou là-dessus, sur ton conseil numéro 1 que tu donnerais à ton audience, on va dire à ton client. Tu as une personne en face de toi pour rester authentique, en fait. Rester authentique.
tout en étant stratégique. Faut essayer. En fait, faut essayer les types de contenus. Moi, j'avais un petit peu de mal à passer devant la cam au début parce qu'en fait, j'étais derrière la caméra et je filmais Margot. Ouais. Tu vois, j'étais en mode Casa del Papel. Je suis le professeur à distance, tu vois. Surtout qu'en plus, on bosse à 300 km d'écart. Margot, elle est, tu vois, ailleurs vers Toulouse. Et moi, je suis complètement dans le sud-ouest profond, tu vois. Et donc, on bossait à distance. Donc, il a fallu que je lui dise quoi faire et tout. Faut tester les contenus, tu vois. Donc, au début, Margot, moi, j'y suis allé, je me suis déplacé. Et je lui dis, Margot, on est dans la carrière, ok. Moi, je lui dis comment tu fais pour passer cet obstacle, tu vois. Donc, hop, je sors mon téléphone, elle a les micros, et puis je la filme, et puis là, elle va me dire, c'est très simple, quand tu vas passer cet obstacle, tu vas faire ça, tel truc, telle courbe, tel machin, et puis en fait, ça déroule. Et elle est authentique. Elle raconte, tu vois, quelque chose qu'elle a vécu, qu'elle sait, qu'elle a déjà conseillé à d'autres personnes. Donc moi, aujourd'hui, je suis authentique dans ce que je raconte pas n'importe quoi. J'ai accompagné Margot. On a eu... En fait, c'est Hormozy qui le dit. Do incredible shit, like un truc de fou, tu vois, avec des résultats. Et talk about your shit, tu vois. Un truc comme ça. Je crois qu'il a sorti le truc comme ça. Donc, documente ce que tu fais, les résultats que tu as eu. Et après, tu vois, mets-le sur les réseaux sociaux et tu vois. Et c'est là que tu as ton authenticité. Et donc, en fait, c'est assez naturel. Et ta personal brand, elle va venir après. Oui, parce que tu vas avoir ta touche, on va te reconnaître pour ta manière de t'exprimer, ce que tu partages. Ça vient après. C'est contre-intuitif, on se dit la personal brand, faut que je fasse ça, faut que je sois comme ça et tout, machin. Non, oui, il y a des éléments comme ça. Moi, c'est barbe rousse, j'ai une barbe rousse. Je peux pas l'enlever, je peux pas la faker, personne peut me la prendre, c'est la mienne. Ça, c'est ultra authentique, c'est la mienne et je peux l'utiliser. Mais derrière, peut-être que je vais me présenter comme un docteur, tu vois, plus tard, parce que il y a des gens qui vont me dire docteur Barberousse, tu vois, et ça vient se construire après. Et après, je mettrai une chemise blanche. Tu vois. Je vois. Oui. Donc ça en fait, après. C'est une image différente, mais qui est une autre facette de toi. Donc c'est authentique. Voilà. Ça vient de toi. C'est toi. Tu vois, c'est une facette de toi. Alors en fait, là on arrive sur la fin de ce programme. Tu as délivré beaucoup de valeur. C'était super intéressant. Moi j'ai appris des choses. Je pense que notre audience aussi. Pour finir, j'aurais deux questions. Une qui est plus un peu sur ta vision des choses et sur, selon toi, les qualités de personnes qui réussissent à s'imposer sur Instagram. Et après, on conclura. Je te laisserai le mot de la fin. Mais voilà, déjà sur cette première question des qualités clés pour réussir sur Instagram, tu dirais que c'est quoi ? Alors déjà, avoir un skills dans leur domaine. Margot, typiquement, très, très performante en équitation. Toi, très très bon dans la location courte durée. Le sensei que j'ai accompagné, c'est une brute en manga. Donc maîtriser son sujet, déjà, maîtriser, avoir un skill. C'est la base. Encore une fois, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Fais des choses, obtiens des résultats, parle de ces résultats. Ok. Très bien. Déjà, tu as ça. Donc ça vient en amont, avant même de se lancer. Il faut que tu aies ton domaine d'expertise. Après, derrière, il faut avoir une capacité à être coachable. Si tu n'es pas coachable et tu sais déjà que moi, je sais comment ça marche, les réseaux sociaux et tout, machin. T'écoutes pas. Grand bien la personne te ne va fasse, pas t'écouter assez parce qu'elle est experte dans son domaine, mais elle n'est pas experte en com, mais pourtant, elle a un point de vue tranché un peu rigide. Exactement. Donc, être coachable. Et moi, le premier, j'ai dépensé, je crois, 20 000 € en coaching. Entre les Tammy Cabage, les Quentin Doulcier, qui c'est que j'ai fait, les Jean-Marie Corda, tu vois, Antoine Blanco, plein de, t'as eu quand même pas beaucoup de voilà, t'as appris beaucoup de choses et ça montre à quel point t'as investi sur toi et aujourd'hui du coup ça sert directement tes clients. C'est ça. Donc, et du coup coachable, tu leur dis coachable, Et en dernier, je dirais être régulier, constant. Et en fait, pas lâcher, tu vois. Nous, avec Margot, à un moment donné, on a lâché. On a lâché. Bon, elle a ses... des choses personnelles, tu vois. Un petit passage à vide où elle avait plus du tout envie de le faire. Et pour diverses raisons. Mais c'est là la puissance des réseaux. Et à quel point c'est bon d'avoir une personal brand, tu vois, d'avoir une présence en ligne qui a de l'impact. On a republié après 6 mois d'inactivité sur les réseaux. Et il y a une nana 2-3 jours après, tu vois, qui nous contacte. Je vous avais eu au téléphone, je m'en sors pas depuis 6 mois. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Elle revient, Tu vois. Et puis il y a une inertie aussi, c'est-à-dire que ce que tu as fait,
Quand tu t'arrêtes derrière, en fait, ça continue encore un peu derrière. C'est ça. Ok. Et pour ceux qui hésitent à se lancer, du coup, à se dire, il faut que je me mette sur les réseaux, Instagram, c'est un peu ton dada, mais voilà, tu leur dirais quoi, en fait, pour leur dire, alors tu en as parlé un peu tout à l'heure en disant, si vous le faites pas, vous êtes mort. En fait, en gros, c'est ça. Entre quelqu'un qui fait, qui le fait pas, c'est pareil avec l'IA. Entre une personne qui utilise l'IA et une personne qui l'utilise pas, il n'y a pas photo, quoi. Ouais. Mais, je vais utiliser les propos de Gary Vee. En fait, vous avez peur, tu vois. Vous avez peur, mais c'est ok d'avoir peur. Surmonter cette peur-là, passer à l'action, et qu'est-ce qui va vous arriver de pire? Qu'est-ce qui va se passer, en fait? Au pire, votre vidéo, elle fait 3 vues. Mais vous n'avez pas fait de bruit, il n'y a personne qui vous a vu. Ok. C'est pas grave. Ouais, donc vraiment se décomplexer. Et en fait, ça fait appel à la peur du rejet. C'est une émotion en fait profondément ancrée chez l'humain. Ouais. L'homme de Cro-Magnon, enfin à l'époque, qui vivait en groupe, tu vois, était obligé de vivre en groupe pour pouvoir survivre en fait. Ouais, bien sûr. C'est codé chez nous, c'est Romain Bouvet qui en parle très très bien sur son compte Instagram, Neuromarketing, que d'ailleurs j'avais conseillé à Antoine Blanco, il a fait un podcast avec. Ok, cool. Donc Romain, si un jour on peut discuter ensemble autour d'un podcast, je serais très intéressé. Il dit justement que l'homme a peur du rejet, et la peur du rejet, ça te fait t'exclure du groupe. Et si tu es exclu du groupe, c'est synonyme de mort. Ouais, voilà, à l'époque, c'était clairement le cas. Voilà, c'est ça qui se passe pour vous, c'est que vous avez une connexion, une résonance avec la mort, en fait. Parce que vous avez peur de ce que les autres ils vont penser. Ça va jusque-là. Hein. Ok, tu vois, c'est t'as peur inconsciemment de la mort et de te retrouver tout seul. Ok. Tu vois. Et donc surpasser ça, parce que vous n'allez pas avoir la mort en fait qui va arriver, et vous allez juste pas faire de bruit. Ouais, donc il n'y a rien à perdre, faut foncer. Vous n'allez pas faire de bruit. Et regardez, nous, on s'est lancé avec Margot, on a poncé le truc en 4 mois, on avait nos 10 000 followers, on avait nos premiers clients en high ticket, et ça fonctionne, tu vois. Génial. Donc, merci. Et après, faites-vous coacher, quoi. Pour ce conseil là, il est très pertinent. Donc voilà, faut y aller, foncez, n'hésitez pas. Merci beaucoup, John. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te contacter? On va pouvoir me retrouver sur mon compte Instagram que je viens de sortir il n'y a pas très longtemps. Je viens de commencer à publier de manière régulière pour aider les gens, pour documenter encore une fois ce que je fais. On va me retrouver aussi sur YouTube, que je lance. La chaîne, je la lance à peine. Top. Elle était déjà présente en fait, mais j'avais que des vidéos non répertoriées qui font partie d'une formation qu'on ne voit pas. Et cette formation-là, on peut la retrouver sur Skillflix. Chez Jean-Marie Corda dans son écosystème, sur Bonsaï. Donc voilà. Et d'ailleurs, Jean-Marie Corda va me positionner dans pas très longtemps comme référent Instagram chez lui dans son écosystème, pour pouvoir aider les personnes qui veulent utiliser Insta. Parce que Insta aujourd'hui, c'est vraiment top pour pouvoir faire marcher ce réseau social-là en tant que maître. Créer du contenu en une fois, tu vois, et poster sur toutes les plateformes short, TikTok, Facebook, YouTube Short, etc., en n'ayant travaillé qu'une seule fois. Tu commences à faire du bruit, canaliser de l'attention, et derrière, tu renvoies les personnes vers du contenu un peu plus long, YouTube. Où en fait, tu vas pouvoir faire un ping-pong, créer de l'attention, la canaliser, l'amener sur YouTube pour pouvoir leur apporter un max de valeur, les aider. Et qu'ils puissent avoir même des résultats sans que toi, tu aies besoin de les aider. Mathis Clouet le dit, ça. Je délivre tellement de valeur que les gens, ils peuvent avoir des résultats sans même se faire accompagner, tu vois. Et c'est contre-intuitif, parce que tu vas dire, je vais pas livrer tous mes secrets et tout. Mais en vrai, les gens, ils vont avoir qu'une envie, c'est de se rapprocher de toi et de travailler avec toi. Puis de venir vers toi avec une solution packagée, ils sont cadrés. C'est ça. Merci beaucoup. C'était chouette, donc on mettra tous les liens en description. Et puis je te dis à la prochaine pour un prochain podcast. Merci. Top. À bientôt. À bientôt, John.